le stock de classes en paillotte et faire face aux nouveaux besoins. Ça, c'est dans le cas de l'éducation de base 1. Et toujours dans ce domaine-là, nous avons recruté plus d'enseignants, puisque l'école, il faut des formateurs. Je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, c'est presque 8 fois plus que ce qui s'est fait d'habitude. Ce qui est valable pour le cycle de base 1, l'est pour le cycle de base 2, ça l'est pour le cycle moyen et ça l'est au niveau de l'université. Parce qu'au niveau de l'université, nous avons créé des amphis, nous avons créé également des cités pour les étudiants. Donc là également, c'est le même niveau de performance. Je n'oublie pas l'enseignement professionnel et technique, parce que notre objectif, c'est d'armer les jeunes, de leur donner un métier, de créer les conditions de leur employabilité, comme disent les spécialistes. Et c'est pour cela que dans ce domaine, nous avons créé des lycées professionnels. Par exemple, nous avons créé un lycée professionnel à Agadez, qui est spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Nous avons créé un lycée professionnel à Difa, qui va être spécialisé dans le génie électronique et la pétrochimie. À Difa, on produit le pétrole. Nous avons créé un lycée à Douchi, je crois, qui va être spécialisé dans le génie civil et les techniques commerciales, et un lycée à Tira qui va se spécialiser dans l'agriculture, initiative 3e. Vous voyez? Donc l'enseignement professionnel et technique n'est pas en reste. Beaucoup de choses ont été réalisées dans ce domaine. En ce qui concerne la santé, il y a des chiffres aussi qui sont là. L'effectif des médecins a bondi de 350 médecins à presque 900 000 médecins, parce qu'on a recruté 536 médecins. On a recruté des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes, ce qui fait que le Niger, en ce qui concerne le nombre de médecins par habitant, a fortement baissé le ratio, qui était de 1 médecin pour 46 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 1 médecin pour 18 000 habitants. On n'est pas encore au niveau des normes de l'OMS qui prévoit 1 médecin pour 10 000 habitants, mais l'effort va se poursuivre. Mais en ce qui concerne les infirmiers, nous avons même dépassé les normes fixées par l'OMS. Donc dans le domaine de la santé également, on a tenu nos promesses. Nous avons réalisé des infrastructures, des centres de santé, comme on a réalisé des classes pour l'éducation. Et un autre secteur social qui est important, c'est le secteur de l'eau. Là aussi, nous avons prévu l'équivalent de 2000 points d'eau. Nous en réalisons 2120. Nous avons prévu de réhabiliter des infrastructures hydrauliques. Nous en avons réhabilité près de 1000. Donc nous réalisons là également un autre programme. L'emploi aussi, Monsieur le Président, c'est un secteur social. Alors, vous avez promis 50 000. J'ai promis 50 000 emplois. Ça a été créé. On a réalisé 65 000 emplois temporaires et permanents. 65 000 emplois. Alors, en ce qui concerne les emplois permanents, c'est vrai, c'est 25 000 emplois permanents qui ont été créés, mais emplois au niveau des emplois civils. Je n'ajoute pas les emplois créés au niveau des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un chiffre que je ne vais pas donner. On a créé pas mal d'emplois dans ce secteur-là. Donc, nous sommes en régime, en train d'aller vers le régime de croisière. Si la première année déjà, nous créions autant d'emplois, je pense que la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, nous allons en créer plus, de telle sorte que la moyenne sur 5 ans sera une moyenne annuelle de 50 000 emplois. Monsieur le Président, moi je vais revenir sur l'éducation. Vous avez construit 2800 classes en un an, soit 300 de plus que vous avez annoncé dans votre programme, un pari gagné, alors que le système éducatif est en panne avec les grèves de certains enseignants. Monsieur le Président, vous êtes un pur produit de l'école publique. Comment appréhendez-vous cette situation? C'est vrai, c'est une situation qui est très préoccupante. L'école, ce n'est pas seulement les infrastructures. L'école aussi, c'est les formateurs. L'école aussi, c'est la qualité de l'enseignement. Or là, quand on voit un certain nombre d'indicateurs comme le taux de redoublement, le taux d'exclusion, le taux d'abandon, on se pose des questions sur la situation dans laquelle se trouve le système éducatif. On a également quelques mouvements
dans ce secteur-là, mais c'est des questions que nous sommes en train de nous employer à surmonter. Et nous allons les surmonter. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement votre concept de gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans? Oui, la gratuité, il n'y a pas d'autre expression. Les élèves ont des classes, les élèves auront des maîtres, les élèves auront des fournitures. Et c'est un objectif que nous poursuivons. Ce n'est pas un objectif qu'on peut atteindre en un an. C'est un objectif qu'on se fixe d'atteindre sur plusieurs années. Vous avez un taux de scolarisation, tenez-vous bien, au niveau du cycle de base 2, au CEG, c'est ça, de 18%. C'est ça qu'on a trouvé. On ne peut pas aller à 100% d'un seul coup. Parce que scolariser tout le monde jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est scolariser tout le monde jusqu'en 3e. Or, la situation qu'on a trouvée, c'est que 18% des élèves on a un taux brut de scolarisation à ce niveau-là de 18%. On doit passer de 18% à 100%. On ne peut pas le faire, je pense que tout le monde le voit, de manière instantanée. Mais c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. On est en train de progresser pour aller vers cet objectif. Et déjà, on passe de 18% quand on est arrivé à 21% en 2011. Vous voyez, déjà, on a gagné 3 points par rapport au taux brut de scolarisation au niveau du cycle, du cycle de base 2. C'est ça. En ce qui concerne le cycle moyen, c'est-à-dire aller le cycle jusqu'au baccalauréat, vous savez combien de Nigériens arrivent à accéder au baccalauréat? 3,9%. 3,9%. Et l'objectif de notre programme, c'était de rehausser ce taux-là à 10%. Et on va y arriver. C'est-à-dire qu'il faut que 10% d'une même génération d'âge accède au baccalauréat. C'est ça notre objectif. Monsieur le Président, je voudrais qu'on insiste un peu sur la question de l'éducation. Comment vous allez faire de l'école, comment vous allez obliger les gens à envoyer l'enfant à l'école? Comment? Mais on n'oblige pas. On n'oblige pas. Je pense qu'il faut sensibiliser les parents. Il faut que les gens voient l'intérêt de l'école, l'intérêt de la connaissance. Notre religion, d'ailleurs, nous impose ça. Notre religion demande à ce que les musulmans accumulent des connaissances. Vous connaissez cette célèbre phrase du prophète qui dit qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Donc les parents doivent prendre l'exemple sur le prophète, envoyer leurs enfants à l'école pour que ces enfants-là accumulent des connaissances. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de leur pays. Moi, je prends mon exemple, je l'ai dit à l'investiture. Je suis... vous n'êtes jamais allé à Dandaji peut-être. Vous verrez, c'est un village reculé, perdu. Si je n'ai pas été à l'école, je ne serais pas à la place où je suis. Et je pense que beaucoup de Nigériens doivent inciter leurs enfants à venir à aller à l'école, à aller s'instruire à l'école, parce que la connaissance, l'instruction, ça fait partie des facteurs qui font la différence entre les pays. Les pays développés sont développés parce qu'ils ont accumulé beaucoup de connaissances. Et si nous, on veut se développer, il faut également qu'on combatte l'ignorance, qu'on accumule les connaissances, qu'on laisse la lumière pénétrer dans notre société. Et c'est par l'école que la lumière peut pénétrer dans notre société. On a besoin d'obliger personne, mais chacun doit pouvoir voir l'intérêt pour ses enfants. Et je pense que l'intérêt pour les enfants de chaque citoyen nigérien, c'est la lumière. Et je disais d'ailleurs dans certains discours, à l'occasion de certaines tournées, que, je ne sais pas comment on dit ça en germain, mais Inigouda, Kwana Gouda, de Malami, Yabishekra Gouda de Chahili. Un an, rester un an avec un jour avec quelqu'un avec un savant, ça dépasse un an de séjour avec un ignorant. Et toute notre société le sait. Et on a même des vieux savants. J'ai lu un livre de Jibou Hamani sur
l'histoire du djihad de Ousmane Danfodio. À l'occasion de cette lecture, j'ai vu que Ousmane Danfodio avait un professeur qui s'appelait Malan Jibril, qui est un Nigérien, qui est enterré à 15 km au nord de Galmi. Vous savez ce que disait Malan Jibril avant au XVIIIe siècle, ce qu'il disait? Il disait que même pour être un bon musulman, il faut avoir beaucoup de connaissances. Parce qu'il disait que certains qui sont ignorants ou qui ont un savoir limité pensent qu'ils sont musulmans, en réalité ils ne le sont pas. Pour être un bon musulman, il faut connaître, il faut accéder à la connaissance. Donc c'est pour cela que je dis que notre religion nous incite à la connaissance. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que beaucoup de Nigériens ont besoin d'aller à l'école, beaucoup d'autres ont besoin d'être logés. Et justement, vous avez promis 1000 logements et 2000 parcelles assainies par an aux Nigériens sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas toujours au stade des promesses? On n'est pas au stade des promesses. Déjà pour la ville de Niamey, on a près de 700 parcelles en cours d'aménagement, que ce soit sur la route de Tilaberi, sur la rive droite ou bien sur la route de Dosso. Je n'ai pas exactement le chiffre en ce qui concerne l'intérieur du pays. En ce qui concerne le logement, rappelez-vous, j'ai lancé les travaux pour une tranche de 1000 logements avec cette société américaine. Les travaux vont bientôt commencer et on va aller au-delà. Parce qu'avec déjà cette société, on a signé une convention en vue de réaliser 5000 logements. Donc vous voyez, j'ai prévu 1000 logements par an, 5000 logements sur 5 ans. Donc déjà avec cette société-là, on a la promesse qui va être tenue. Mais on ira au-delà. 2011, il y a combien de villas qui ont été construites? Non, je n'ai pas dit villas construites. Je dis on a, en ce qui concerne l'aménagement des parcelles, on a plus de 700 parcelles qui sont en cours d'aménagement. Il y a un certain nombre de logements qui ont été construits également. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça ne fait pas 1000. Mais le plus important, c'est que la moyenne sur 5 ans fasse 1000 logements par an. Mais sachez, retenez qu'on a déjà un engagement pour construire 5000 logements. Donc la promesse là aussi sera tenue. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur l'école et même en général sur le programme de la Renaissance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop insister sur les chiffres alors que la réalité est tout autre? Je prends l'exemple de l'école, Monsieur le Président. 2800 classes au lieu de 2500 pour cette année. Mais la situation de l'école cette année, elle est terrible. Excusez-moi, passez-moi le terme. On parle même, certains partenaires même parlent d'année blanche. Non, il n'y aura pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de, quand vous parlez trop de chiffres, est-ce qu'il n'y a pas de risque de décoller de la réalité justement? Non, mais vous donnez tous les chiffres, les chiffres sont là, pharaoniques. Donnez-moi d'autres moyens d'évaluation. Si vous avez d'autres moyens d'évaluation, je suis d'accord, on peut les adopter. Mais pour l'instant, moi, on a fait ce face-à-face pour que je rende compte par rapport à mes promesses. Est-ce que j'ai promis 2500 classes? Oui. J'ai promis ça. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai réalisé 2800? Absolument. Donc voilà, c'est tout ce que je dis, moi. J'ai promis 2500, je réalise 2800. J'ai promis 2000 points d'eau, je réalise 2000 points d'eau. Maintenant, vous posez une autre question, celle de l'effectivité de l'année scolaire, etc. Mais là aussi, c'est vrai qu'il y a des difficultés avec les enseignants. Nous allons résoudre ces difficultés-là et Inch'Allah, l'année ne sera pas blanche. C'est évident. Mais il est évident aussi que notre système éducatif est malade. Oui. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai donné des indications en ce qui concerne le taux de redoublement, le taux d'exclusion et le taux d'abandon. Ça, c'est des indicateurs très importants. Vous voyez, les chiffres, quand même, ça sert à quelque chose. Parce que ça permet de mesurer la santé du système à travers ces taux dont je viens de parler. Donc, des efforts doivent être faits pour réduire les taux de redoublement, réduire les taux d'exclusion et réduire les taux d'abandon. Monsieur le Président, l'énergie, le spectre des coupures est encore une réalité, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre économie. À quand vraiment la fin de ce calvaire? Je voudrais dire, à quand l'indépendance énergétique de notre pays? Alors c'est vrai, l'énergie est un problème et nous avons des objectifs pour améliorer la couverture énergétique du pays. Et au-delà de la couverture qui est de 24%,
nous voulons améliorer le taux d'accès à l'énergie qui est très faible. Et donc pour cela, nous avons, comme vous le savez, un certain nombre de grands projets. Le premier projet phare, c'est le barrage de Kandaji. Ce barrage dont j'ai lancé les travaux au mois de mai et qui est en cours de réalisation. C'est vrai que nous avons eu des soucis à un certain moment, mais compte tenu des remarques qui ont été faites à l'opérateur qui est chargé de réaliser ce barrage-là, je pense que ce barrage sera fin prêt à la date prévue, c'est-à-dire au mois de septembre, au mois de février 2016, ce barrage, Inch'Allah, sera prêt. Nous essayons de tout faire pour qu'il n'y ait pas de retard par rapport à sa réalisation. Donc ça nous permettra d'avoir de l'énergie à bon marché surtout. Ensuite, il y a la question de la centrale à charbon de Salkdama. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un rapport de faisabilité est en cours d'élaboration. On mettra en place une centrale de 200 MW et on essaiera de produire aussi des briquettes de charbon pour réduire la consommation de bois, 100 000 tonnes de briquettes de charbon. Maintenant, la question que vous posez, c'est la question immédiate par rapport aux coupures que nous vivons. Et là aussi, nous avons prévu des solutions. Il y a 20 MW qui sont en cours d'installation pour Niamey. Ça va très substantiellement réduire les coupures que nous avons connues l'année dernière. Nous avons remis en marche en état tous les groupes, toute la réserve froide, comme disent les gens de la DGELEC, installée à Niamey. Mais également, nous avons accru la réserve froide à l'intérieur du pays au niveau des différents chefs-lieux de région, que ce soit à Tilaberi, à Tawa, à Maradi, à Agadez, à Zender ou à Difa. Donc nous n'avons pas perdu de vue cette question. Monsieur le Président, revenons à la santé. Vous avez promis la gratuité des soins pour certaines couches vulnérables. Là-dessus, nous avons cette préoccupation du secrétaire général du Saint-Famed, le syndicat des pharmaciens et médecins du Niger. Nous l'écoutons. Et on ne peut pas parler de qualité de soins tant qu'il n'y a pas de cadres de qualité recrutés et qui sont disposés à prendre en charge la santé de la population. Donc, elle a recruté 535 médecins. Elle a amélioré les conditions de vie de ces médecins à travers l'adoption d'une grille indiciaire spéciale qui, du coup, en tout cas, va encourager nos frères, en tout cas médecins qui sont dans les pays de la sous-région à revenir au pays. Et du coup, ce recrutement a ramené le ratio médecin-habitant à 18 000, qui avant ce recrutement était à plus de 48 000 habitants pour un médecin. Et dans les zones même reculées, vous avez des zones où c'est de 100 à 200 000 habitants pour un médecin. Et après ce recrutement, le ministère de la Santé a fait en sorte, comme il s'agissait en tout cas des impératifs et du vouloir du président de la République, de faire en sorte que chaque commune ait un médecin. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que le président va penser à travers le ministère de la Santé à faire en sorte que le plateau technique soit amélioré au niveau de ces centres. Et ça va réduire du coup les évacuations vers les centres qui parfois sont éloignés. Ça va du coup réduire la mortalité et la morbidité liées à l'absence de la qualité du personnel travaillant dans ces centres et à l'indisponibilité du plateau technique. La question qu'on m'aurait posée, c'est la disponibilité des médicaments au niveau de ces centres de santé pour assurer la gratuité. Vous savez que la gratuité est aujourd'hui confrontée à un sérieux problème d'impayés qui totalise aujourd'hui près de 20 milliards d'impayés. Est-ce que vous comptez apurer ces impayés pour permettre l'approvisionnement régulier de ces CSI? Monsieur le Président, vous avez bien entendu la question. Oui, c'est une question très intéressante qui me permet de dire que les arriérés ne sont pas des arriérés de 2011.
c'est des stocks d'arriérés qu'on a trouvés. Et notre objectif, c'est d'apurer ces arriérés. Nous avons déjà commencé à apurer ces arriérés. Il y a un chronogramme d'apurement des arriérés qui a été mis en place entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Et déjà, pas mal d'efforts a été fait. Et dans ce domaine-là, nous allons poursuivre. Si nous avons recruté 536 médecins, si nous avons recruté plus de 1000 infirmiers et sages-femmes, c'est là la preuve que nous allons poursuivre les efforts dans les autres secteurs, fourniture de médicaments, gratuité des soins. La santé nous tient beaucoup à cœur parce que nous considérons que la santé, comme l'éducation, constitue une base sociale du développement et c'est pour cela que nous en avons fait une priorité. Des indications sont là qui prouvent notre volonté d'assurer la couverture des soins de santé des Nigériens. Monsieur le Président, après le bilan que vous venez de faire, nous allons passer aux perspectives. Quelles seront vos priorités pour la deuxième année de votre mandat? Alors, mais on n'a pas fini le bilan. On n'a pas fini le bilan parce que vous n'avez pas parlé d'infrastructures. Alors, les infrastructures, on n'a pas parlé. Or, ça, c'est important dans la mesure où notre économie, sa compétitivité dépend de ça. Si on n'a pas de route, si on n'a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'économie. Or, dans le domaine des routes, on a promis d'abord le réseau routier nigérien. C'est 15 000 km. 15 000 km. Actuellement, on a environ 4 000 km de routes bitumées. Il y a 5 500 km de routes en terre. Et il y a 5 500 km de pistes. Et notre objectif, nous, en tout cas l'objectif du programme de Renaissance, c'est de faire 3 000 km de routes bitumées pendant ce mandat. C'est-à-dire presque autant que depuis 50 ans. Et déjà, on a lancé, vous avez suivi, pas mal de chantiers dans ce domaine. En ce qui concerne par exemple la réhabilitation des routes bitumées, on a lancé pour près de 350 km. En ce qui concerne les nouvelles routes, on a lancé pour près de 400 km déjà, nouvelles routes. Pas des routes qu'on reprend, mais les nouvelles routes. Ça fait déjà 700 km qu'on a lancé rien que cette année. Et nous avons en étude pour près de 2600 km de routes. Vous voyez,